maman est entrée dans ma chambre, et a dit, fais tes affaires. Ta sœur est enceinte, et elle va avoir besoin de la plus grande chambre. Quand elle a suggéré que je m'installe au sous-sol, j'ai répondu, pourquoi? Je viens tout juste d'acheter une maison. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su que je n'étais pas vraiment désiré. J'étais l'accident, l'erreur, l'enfant qu'il n'avait pas prévu. Je le sais depuis que je suis en âge de comprendre les mots, et mes parents l'ont fait comprendre assez clairement, sans même avoir besoin d'essayer. Ma sœur, cependant, était différente. Lily était prévue, désirée, et attendue. Je me souviens les avoir surpris en train de parler quand j'étais plus jeune, leur voix traversant les murs, comme s'ils se moquaient bien de savoir qui pouvait les entendre. Elle est parfaite, disait ma mère, et mon père hochait la tête, approuvant chaque mot. Elle est exactement ce que nous espérions. Peu importait que je sois juste là, à une pièce de distance. Je savais qu'elle était tout ce qu'ils avaient toujours voulu. Et moi. J'étais juste là. Lily était l'enfant prodige, et j'étais. Eh bien, j'étais juste leur autre enfant, une ombre qu'ils remarquaient à peine. Ce n'était pas seulement les mots, non plus. C'était dans tout ce qu'ils faisaient. Dans chaque choix qu'ils faisaient, chaque jour que Dieu fait. Il la couvrait d'attention et d'éloges. La moindre petite chose qu'elle faisait était un miracle. Quand elle a fait ses premiers pas, ils ont appelé toute la famille élargie pour l'annoncer. Je me souviens à peine de mes propres premiers pas. Personne ne les a filmés, personne n'a applaudi. Et ça a continué ainsi, d'aussi loin que je m'en souvienne. J'ai grandi dans une maison qui, dans tous les sens du terme, ne ressemblait pas vraiment à mon foyer. Ma chambre était reléguée au fond de la maison. Petite et exiguë, c'était une étroite bande d'espace, avec un lit minuscule, une commode grinçante, et une étagère qui penchait légèrement d'un côté. Je plaisantais parfois en me disant que c'était là qu'il m'avait mis, parce qu'il voulait oublier mon existence. Ma chambre était comme une réflexion après coup, un placard de rangement qu'ils avaient converti, quand ils avaient réalisé qu'ils devaient bien me garder quelque part. Lily, bien sûr, avait une chambre qui aurait pu faire la couverture d'un magazine. Elle avait un lit à baldaquin, avec une literie rose et moelleuse, des guirlandes lumineuses accrochées partout, et des étagères remplies de poupées et de peluches. Sa chambre semblait avoir été aménagée par un architecte d'intérieur. Chaque détail avait été soigneusement choisi pour lui plaire, pour qu'elle se sente spéciale. C'était le genre de chambre qu'aurait une princesse, une pièce qui criait « Tu es importante. Tu es aimée ». Et puis, il y avait ma chambre, qui avait à peine assez d'espace pour que je puisse m'y retourner. Les murs étaient peints dans une triste nuance de beige, qui n'avait pas été rafraîchie depuis ma naissance. J'avais essayé d'y accrocher des posters, une fois, mais ils se décollaient tout simplement, à cause de la vieille peinture. J'ai fini par renoncer à essayer de la rendre jolie. Je me suis dit qu'il ne servait pas à grand-chose de prétendre qu'elle était autre chose que ce qu'elle était, un endroit où il m'avait mis, parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre de moi. Lorsqu'il s'agissait de choses comme les vêtements ou les jouets, on voyait toujours clairement qui était le favori. Lily recevait des tenues toutes neuves, des robes colorées, avec des chaussures et des accessoires assortis. Elle avait des placards pleins à craquer, bien plus qu'elle ne pourrait jamais en porter. Moi, en revanche, je récupérais les vêtements de cousins, d'amis, et même de voisins, qui se débarrassaient de leurs vieilles affaires. Je me souviens avoir porté des chemises trop serrées, des pantalons trop courts, des chaussures qui tombaient en morceaux. Il me donnait ces choses comme si j'étais un cas social, comme si je devais déjà être reconnaissant d'avoir quoi que ce soit. Les anniversaires étaient le pire. Je les regardais organiser de somptueuses fêtes pour Lily, invitant toute son école, décorant la maison entière avec des ballons et des guirlandes, et louant des châteaux gonflables ainsi que des magiciens. Pour mes anniversaires, ils bricolaient quelque chose à la dernière minute, achetaient peut-être un gâteau à l'épicerie, allumaient une bougie, et s'arrêtaient là. Pas d'amis, pas de décoration, aucune impression que c'était un jour qui méritait d'être célébré. Ils se contentaient de me taper dans le dos, de me dire joyeux anniversaire, et passaient à autre chose, comme si c'était juste un mardi ordinaire. Même mes réussites passaient inaperçues. À l'école, je travaillais dur. Je faisais des efforts, je veillais tard pour étudier, et j'obtenais de bonnes notes. Une fois, j'ai même gagné un prix, pour un projet d'expo science. Je me souviens être rentré à la maison, tenant le certificat entre mes mains, ressentant un rare élan de fierté. Je me suis dit, c'est peut-être ça qui va les forcer à me voir, qui va leur faire réaliser que je vaux quelque chose.
Mais quand je leur ai montré, ils y ont à peine jeté un coup d'œil. Mon père a dit quelque chose comme « Bon travail. Continue comme ça. » Sans même lever les yeux de son téléphone. Ma mère a souri poliment, mais c'était le genre de sourire que l'on fait quand on n'écoute pas vraiment. Par contre, quand Lily obtenait un A à un contrôle, c'était comme si elle avait gagné le prix Nobel. Il l'emmenait dîner au restaurant, le racontait à tous ceux qu'il connaissait, et se vantait de l'intelligence de leur fille. Mais en ce qui me concernait, mes accomplissements étaient simplement balayés d'un revers de main, traités comme s'ils n'avaient rien de spécial. J'aurais pu être un élève parfait, un enfant prodige, ça n'aurait rien changé. Ils ne voulaient pas de moi. Ils n'avaient jamais voulu de moi. J'étais juste là. Je me souviens avoir essayé de leur en parler, une fois, pour leur demander pourquoi les choses étaient ainsi. Je devais avoir environ 12 ans, assez vieux pour savoir que quelque chose clochait, mais encore assez jeune pour penser que je pourrais peut-être y changer quelque chose. J'ai demandé à ma mère pourquoi il traitait toujours Lily différemment, pourquoi elle avait tout et moi rien. Elle m'a regardé avec cette expression fatiguée, comme si j'étais un fardeau, rien que pour avoir posé la question. « Écoute, » a-t-elle dit, « nous faisons de notre mieux. Lily a besoin de choses dont tu n'as pas besoin. Elle est spéciale. » C'est la façon dont elle l'a dit, ce rejet désinvolte, qui m'a le plus piqué. Elle n'a même pas essayé de s'en cacher. Elle n'a pas nié que Lily était la favorite, et n'a même pas fait semblant de se soucier de mes sentiments. Elle l'a simplement dit comme si c'était la chose la plus évidente au monde, comme si c'était un fait que j'aurais dû savoir depuis le début. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'essayer. J'ai réalisé alors que, peu importe ce que je faisais, peu importe à quel point je travaillais dur, ou tout ce que j'accomplissais, ils ne me verraient jamais. Ils avaient pris leur décision depuis bien longtemps. Lily était leur enfant prodige, celle qu'ils avaient voulu, celle qu'ils aimaient. Et moi, j'étais juste l'autre enfant, celui qu'ils n'avaient pas prévu, celui qu'ils pouvaient à peine tolérer. J'ai commencé à passer de plus en plus de temps dans ma chambre, m'isolant d'eux, et me retirant dans mon propre petit monde. Je me perdais dans les livres, les jeux vidéo, n'importe quoi qui puisse m'éloigner de la réalité de ma vie. Ma chambre était peut-être petite et exiguë, mais au moins, elle était à moi. C'était le seul endroit où je pouvais être seul, où je n'avais pas à les regarder s'extasier sur Lily, où je n'avais pas à me sentir comme un étranger au sein de ma propre famille. Au fil des ans, j'ai appris à ne plus me soucier de leur approbation. Je me suis plongé corps et âme dans mes études, non pas parce que je pensais que ça les forcerait à me voir, mais parce que c'était la seule chose que je pouvais contrôler. Le seul domaine où je pouvais me prouver à moi-même que je valais quelque chose. J'excellais, non pas pour eux, mais pour moi. Je suis devenu le meilleur élève de ma classe, j'ai remporté des prix, j'ai décroché des bourses, mais j'ai tout gardé pour moi. Je savais qu'ils s'en fichaient. Alors, j'ai arrêté de prendre la peine de leur en parler. C'était plus facile ainsi. Plus facile de faire simplement acte de présence, de les laisser vivre dans leur petite bulle, où Lily était le soleil, et où je n'étais qu'une ombre. En y repensant, je vois bien comment ces années m'ont façonné. Comment elles m'ont appris à ne compter que sur moi-même, et à trouver ma propre valeur. J'ai appris à être indépendant, à me construire une vie qui ne tournait pas autour de leur validation. Ça n'a pas été facile, mais ça m'a rendu plus fort. Ça m'a appris que je n'avais pas besoin d'eux, que je pouvais me tailler une place dans le monde, même s'ils ne le remarquaient jamais. Je ne sais pas s'ils ont un jour réalisé les dégâts qu'ils ont causés, ni s'ils ont seulement remarqué la façon dont ils m'ont détruit, petit à petit, jusqu'à ce que je ne sois plus que l'ombre de ce que j'aurais pu être. Peut-être qu'ils l'ont vu, et qu'ils s'en moquaient éperdument. Ou peut-être étaient-ils tellement absorbés par leur propre vie, par leur propre petit monde, qu'ils ne m'ont jamais vraiment vu, alors que je me tenais juste devant eux. Quoi qu'il en soit, ça n'a plus d'importance aujourd'hui. J'ai cessé d'avoir besoin d'eux, il y a bien longtemps. J'ai appris à trouver mon propre chemin, à me forger une identité, bien distincte de cette famille qui n'a jamais voulu de moi. Qu'ils gardent leur enfant prodige, leur petite Lily parfaite. J'ai appris à accepter d'être seul, à trouver de la force dans la solitude, et à tirer de la fierté des choses que j'ai accomplies, selon mes propres termes. Peut-être pensaient-ils me briser, m'enfoncer jusqu'à ce que je disparaisse complètement. Mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est me rendre plus fort, et plus déterminé à prouver que je n'avais pas besoin d'eux. Ils m'ont peut-être donné la vie, mais ils ne m'ont donné aucun but. C'est une chose que j'ai trouvée par moi-même, dans les moments de silence, dans l'ombre,
et dans ces espaces où ils n'ont jamais pris la peine de regarder. Et d'une certaine manière, je leur en suis reconnaissant. Reconnaissant pour l'isolement, pour la négligence, pour la façon dont ils m'ont repoussé. Car cela m'a appris que je n'avais pas besoin d'eux, que je pouvais me débrouiller seul, et que je pouvais trouver ma propre voie. Et aujourd'hui, quand je repense à ces années, je réalise que je suis bien mieux sans eux. Je suis plus fort, plus résilient, et prêt à affronter tout ce qui m'attend. Et je n'ai besoin ni de leur approbation, ni de leur amour, ni de leur attention pour le faire. Je n'en ai jamais eu besoin. Mon grand-père était la seule vraie famille que j'avais. Dans un monde où j'étais largement ignoré, et traité comme un fantôme, il était la seule personne qui me voyait, qui m'appréciait pour ce que j'étais. Ce n'était pas un homme excessivement expressif, mais il dégageait une chaleur qui me faisait me sentir en sécurité, un sentiment très rare dans cette maison. Il m'emmenait pêcher le week-end, ou bien au parc, où nous nous asseyions dans un silence complice. J'avais alors l'impression que le monde entier s'effaçait, ne laissant que nous deux. Il était le seul à me demander comment s'était passée ma journée, le seul à se soucier des petites choses. C'est lui qui m'a appris à faire du vélo, à nouer un fil de pêche, et à construire un nichoir. Ces souvenirs étaient ma bouée de sauvetage. Ces moments auxquels je m'accrochais, quand j'avais l'impression de dériver, seul et indésirable. Je me souviens d'un jour en particulier, je devais avoir environ 10 ans, où il m'avait emmené à son endroit préféré, près du lac. Nous étions assis là, nos cannes à pêche à la main, et il s'est tourné vers moi avec un sourire. « Tu sais, tu es un bon garçon », m'a-t-il dit, en me tapotant l'épaule. « Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Tu as un grand cœur, et ça, c'est quelque chose que personne ne pourra t'enlever. » Ces mots me sont restés gravés, bien plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Dans une maison où je me sentais comme un étranger, il a su me donner l'impression d'être à ma place. Même si ce n'était que pour quelques instants volés, par-ci par-là, il ne m'a jamais traité comme si j'étais un fardeau. Il ne m'a jamais regardé comme si je n'étais qu'un détail sans importance. Pour lui, j'étais suffisant, tel que j'étais. De temps à autre, il me glissait un billet d'1 ou 2 $, avec un clin d'œil et un sourire, en me disant d'aller m'acheter quelque chose de sympa. C'était un si petit geste, mais pour moi, c'était tout. Il était le seul à m'avoir jamais fait me sentir spécial. Mais ensuite, il est tombé malade. J'avais environ 13 ans quand il a commencé à décliner, et c'était comme regarder ma dernière encre s'éloigner lentement, à la dérive. Cet homme qui avait été si fort, si constant, qui m'avait porté sur ses épaules et m'avait appris à faire des ricochets, était réduit à l'état de coquille vide. Je l'ai regardé dépérir à chaque visite à l'hôpital, la maladie effaçant peu à peu l'homme que j'avais connu. Et quand il est mort, j'ai eu l'impression d'avoir perdu le seul membre de ma famille qui comptait vraiment. Les funérailles furent floues. Mes parents étaient là, bien sûr, mais on aurait dit qu'ils faisaient simplement acte de présence. Ils se tenaient près du cercueil, les yeux secs, murmurant des condoléances polies à des gens qu'ils connaissaient à peine. Lily, évidemment, était le centre de l'attention, comme toujours. Les gens s'affairaient autour d'elle, lui demandant si elle tenait le coup, comme si c'était elle qui avait passé toutes ces années avec lui. Je me tenais là, engourdi et seul, à les regarder faire semblant de s'en soucier. Ils sont vite passés à autre chose, comme si rien ne s'était passé. Il n'y a eu aucun mot de réconfort chuchoté, aucun rappel affectueux que tout irait bien. On m'a laissé faire mon deuil tout seul, pour digérer la perte de l'unique personne qui m'avait vraiment vu. Mes parents l'ont à peine remarqué. Ils étaient trop occupés à s'inquiéter pour Lily, comme d'habitude. Je les entendais dire à quel point elle le vivait mal, et à quel point elle avait été proche de lui. C'était comme une gifle, un rappel brutal que, peu importe ce que je ressentais, peu importe ce que j'avais perdu, ça ne comptait pas. Ils n'avaient de place dans leur cœur que pour Lily. Après ça, j'ai passé de plus en plus de temps dans ma chambre, me repliant sur moi-même, et m'isolant du reste de la maison. Ma chambre, aussi petite et négligée fût-elle, est devenue mon sanctuaire. C'était le seul endroit où je pouvais être seul avec mes pensées, où je pouvais me souvenir de mon grand-père, sans être interrompu. Je restais assis là, pendant des heures, à repasser nos souvenirs en boucle, m'accrochant à chaque fragment de lui que je pouvais retenir. Mais même ce mince réconfort m'a été retiré. Lily est tombée enceinte à 16 ans, et mes parents ont décidé que la seule façon d'accommoder sa nouvelle famille, c'était de réquisitionner ma chambre. Je n'oublierai jamais la façon dont ils me l'ont annoncé. Ils n'ont rien demandé, n'en ont pas discuté avec moi. Un beau jour,
ma mère est juste entrée dans ma chambre, et m'a dit de faire mes cartons. Nous avons besoin de cet espace pour Lily, a-t-elle dit, d'un ton tout à fait factuel, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Elle va avoir besoin de tout l'espace possible avec le bébé. J'étais abasourdi. Je suis resté là, debout, à la regarder, en essayant de digérer ce qu'elle venait de dire. Mais où suis-je censé aller? Elle a soupiré, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Nous t'avons aménagé le sous-sol. Ce sera très bien. De toute façon, tu n'as pas besoin de beaucoup d'espace. Et ça s'est arrêté là. Aucune discussion, aucune négociation. J'ai été exilé de la seule pièce que j'avais jamais pu appeler la mienne, et envoyé dans le sous-sol sombre et humide, pendant que Lily emménageait dans mon espace, s'appropriant tout ce qui m'avait appartenu un jour. Ils ne m'ont même pas aidé à déménager mes affaires. J'ai dû traîner tout seul mon lit, ma commode, mes livres, et tout ce que je pouvais porter, le long des escaliers étroits menant au sous-sol, qu'ils avaient aménagé à la hâte pour en faire ma nouvelle chambre. Ce sous-sol était une vaste blague. Il y faisait froid et humide. Les murs étaient longés de tuyaux apparents, et de vieux cartons. Ils avaient jeté un matelas usé à même le sol, avec une table bancale, et une chaise qui semblait avoir été repêchée dans une benne à ordures. Il n'y avait qu'une seule ampoule qui pendait du plafond, clignotant sans cesse, comme si elle n'arrivait pas à se décider entre rester allumée, ou me plonger dans l'obscurité. Et il s'attendait à ce que je vive là, à ce que j'appelle ça ma maison, comme si ça ressemblait, ne serait-ce qu'un peu, au confort dont Lily bénéficiait à l'étage. Le pire, c'était l'humidité. Je pouvais la sentir dans l'air, une moiteur froide et collante qui s'infiltrait jusqu'à mes os, rendant impossible la moindre sensation de chaleur. Je me réveillais au beau milieu de la nuit, frissonnant, resserrant cette fine couverture autour de moi, mais ce n'était jamais assez. Je restais allongé là, à fixer le plafond, écoutant les bruits de la maison au-dessus de ma tête, les rires étouffés, les bruits de pas, et les éclats de musique occasionnels. Ils étaient là-haut, à vivre leur vie, pendant que j'étais en bas, oublié et seul. L'électricité n'était pas fiable, non plus. Il y avait des nuits où la lumière vacillait et s'éteignait, me plongeant dans une obscurité totale. Je restais assis là, à attendre qu'elle revienne, sentant les murs se refermer sur moi. Je savais qu'ils se moquaient bien de savoir si la lumière restait éteinte, si le sous-sol était inondé, ou si je disparaissais pour de bon. Ils ne s'en rendraient même pas compte. Ils avaient Lily, et c'était tout ce qui comptait pour eux. J'ai essayé d'en tirer le meilleur parti, de transformer ce sous-sol en quelque chose qui me ressemblait. J'y ai accroché quelques posters, descendu quelques-uns de mes livres, et j'ai tenté d'aménager l'espace, de manière à ce qu'il ressemble un peu moins à une cellule de prison. Mais peu importe ce que je faisais, ça restait le sous-sol. Ça restait l'endroit où ils m'avaient mis, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de place pour moi dans leur vie. Mon grand-père n'aurait jamais laissé faire ça. Il se serait battu pour moi, il leur aurait dit de trouver une autre solution, et il leur aurait fait comprendre que je valais bien plus qu'un coin humide dans un sous-sol. Mais il n'était plus là, et il n'y avait plus personne pour prendre ma défense. Plus personne pour leur dire que je comptais. Alors, je suis resté là, nuit après nuit, dans ce sous-sol sombre et humide, m'accrochant au souvenir de la seule personne qui s'était jamais souciée de moi. Je pensais à lui, aux choses qu'il m'avait dites, à la façon dont il m'avait fait sentir que j'avais de la valeur. Et je me suis accroché à ces souvenirs, même alors que le reste du monde me tournait le dos. Il pouvait prendre ma chambre, mon confort, et mon sentiment de sécurité. Mais il ne pouvait pas m'enlever les souvenirs de mon grand-père. Il ne pouvait pas m'enlever la seule chose qui me faisait avancer, la certitude que, quelque part au fond de moi, je valais bien plus que ce qu'il n'avait jamais vu. Et dans l'obscurité froide et solitaire de ce sous-sol, c'était la seule chaleur qu'il me restait. Après avoir enduré ce sous-sol pendant 2 ans, j'ai réalisé que rester dans cette maison, à essayer de faire semblant d'appartenir à une famille qui ne voulait pas de moi, n'était plus une option. Je savais que je devais partir, pour construire une vie selon mes propres règles, loin de cet environnement toxique qui m'avait toujours tiré vers le bas. Alors, à 17 ans, j'ai pris ma décision. J'allais trouver un travail, et enfin me libérer. J'ai commencé à chercher en ville, me renseignant dans différentes boutiques, de petits restaurants, n'importe quel endroit prêt à embaucher quelqu'un sans expérience, mais avec beaucoup de détermination. Un jour, je suis entré par hasard dans un petit garage mécanique, à la périphérie de la ville. C'était un endroit sans prétention, avec une modeste enseigne indiquant « Réparation auto chez Tom », mais ça sentait l'huile et l'acier,
et ce lieu dégageait quelque chose de vrai, d'authentique. C'est là que j'ai rencontré Tom, le propriétaire, un homme d'âge mûr, avec une carrure nerveuse, une voix bourrue, et des taches de graisse perpétuelles sur les mains. Il m'a dévisagé, en haussant un sourcil, quand je lui ai demandé du travail. « Tu connais quelque chose aux voitures, gamin ?» a-t-il demandé, sceptique. « Non, ai-je admis, mais je suis prêt à apprendre. Je travaillerai dur, je ferai tout ce qu'il faut. C'est juste que j'ai besoin d'un point de départ. » Il m'a observé pendant un instant, et je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête. Après ce qui m'a semblé être une éternité, il a hoché la tête, presque à contre-cœur. « Très bien, je vais te donner ta chance. Une paire de mains en plus ne serait pas de refus, par ici. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est un travail honnête. » Le boulot était dur, mais je m'y suis jeté à corps perdu, avec toute l'énergie que j'avais. Tom s'est avéré être bien plus qu'un simple patron. Il est devenu un mentor, quelqu'un qui m'a appris bien d'autres choses que la simple mécanique automobile. Il m'a montré comment travailler avec mes mains, comment résoudre des problèmes, et surtout, comment croire en moi. Il était dur, certes, mais il était juste, et il me traitait avec un respect que je n'avais jamais connu auparavant. Au bout de quelques semaines, j'ai glissé à Tom que je vivais toujours chez mes parents, ou plutôt, dans leur sous-sol. Il n'a pas dit grand-chose sur le coup, se contentant de hocher la tête, l'air pensif. Mais le lendemain, il m'a pris à part. « J'ai une chambre de libre à l'arrière, » a-t-il dit, en se grattant le menton. « Ce n'est pas le grand luxe, mais il y a un lit, et une porte qui ferme à clé. Elle est à toi, si tu la veux. Ce sera peut-être toujours mieux que ce sous-sol dans lequel tu es coincé. » J'étais abasourdi. Je ne m'attendais pas à une telle générosité, et pendant un instant, je n'ai pas su quoi dire. « Vous êtes sûr ? Je veux dire. Je ne veux pas être un fardeau. » Il a balayé l'air de la main, écartant mes inquiétudes. « Gamin, je ne te le proposerais pas si je ne le pensais pas. Et puis, c'est bien d'avoir quelqu'un dans les parages, pour donner un coup de main. Tu as besoin d'un endroit, et j'apprécierais un peu de compagnie. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? » J'ai accepté. Et, du jour au lendemain, ma vie a commencé à changer. J'ai emménagé dans cette petite chambre, à l'arrière du garage, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un vrai sentiment de liberté. C'était un espace humble, des murs nus, un lit simple, une petite commode, mais il était à moi, et cela faisait toute la différence. Je n'étais plus soumis aux caprices de ma famille. J'avais un endroit bien à moi, un toit au-dessus de ma tête, qui n'était lié ni à leur négligence, ni à leur indifférence. J'ai travaillé dur au garage, apprenant tout ce que je pouvais de Tom. Il était patient, et ne m'a pas seulement enseigné la mécanique des voitures, mais aussi la gestion d'une entreprise, le contact avec les clients, et la fierté du travail bien fait. Il m'a donné un but, quelque chose vers quoi tendre, et je me suis lancé à corps perdu dans le travail, déterminé à faire mes preuves, et à montrer que je pouvais faire quelque chose de ma vie. J'économisais chaque centime que je gagnais, vivant de manière frugale, et mettant de côté autant que je le pouvais. Ce n'était pas facile, et il y a eu des moments où j'étais tenté de faire des folies, d'acheter ces choses que j'avais toujours voulu, sans jamais les avoir. Mais j'avais un objectif en tête, la vision d'un avenir où je pourrais enfin voler de mes propres ailes, libéré de ma famille et de leurs vaines promesses. Après 3 ans de travail acharné et d'économie, j'avais réussi à mettre de côté 20 000 euros. J'avais été prudent, ne dépensant que le strict nécessaire, tout en vivant dans cette petite chambre au garage. Et, peu à peu, je m'étais constitué un joli petit pécule. J'ai commencé à regarder les annonces immobilières, rêvant d'un endroit bien à moi, un foyer que j'aurais construit de mes propres mains. J'ai trouvé une petite maison modeste, en périphérie de la ville, un bâtiment à retaper, qui avait connu des jours meilleurs, mais qui avait du potentiel. Le prix de vente était de 660 000 euros. Et bien que je n'ai pas eu la somme nécessaire pour l'acheter comptant, j'avais économisé assez pour un apport solide. J'ai réussi à obtenir un petit prêt, et, avec l'aide et les encouragements de Tom, j'ai acheté la maison. Il m'a fallu 3 ans de travail, de sueur et de sacrifice, mais j'avais enfin un endroit bien à moi. Rénover cette maison a été un véritable travail de passionné. Je passais mes soirées et mes week-ends à la retaper, réparant le toit, peignant les murs, et posant de nouveaux sols. C'était un travail épuisant, mais chaque clou que je plantais, chaque mur que je peignais,
me rapprochait un peu plus de la construction de la vie dont j'avais toujours rêvé. C'était à moi. Vraiment à moi. Et pour la première fois, j'avais le sentiment de contrôler mon propre destin. La vie était belle. J'avais mon indépendance, un travail que j'adorais, et une maison qui n'appartenait qu'à moi. Je me sentais fier, accompli, comme si j'avais enfin échappé à l'ombre de mon passé. Mais alors, juste au moment où je pensais avoir laissé cette vie derrière moi, ma famille est réapparue dans le décor. Tout a commencé par un coup de téléphone de ma mère. Elle avait entendu parler de la maison, et du succès que j'avais obtenu par mes propres moyens. Et soudainement, elle débordait de sollicitude, comme si elle avait toujours été là pour moi. Elle m'a posé des questions sur la maison, sur mon travail, la voix pleine d'un enthousiasme forcé. Mais je pouvais deviner la vraie raison, derrière tout ça. Ils voulaient revenir dans ma vie. Ils voulaient une part de ce que j'avais construit. Quelques jours plus tard, ils ont débarqué à l'improviste, se tenant sur le pas de ma porte, accompagnés de Lily et de son petit. J'ai ouvert la porte, surpris de les voir, et pendant un instant, je suis resté planté là, à les dévisager, sans trop savoir quoi dire. Ethan, a dit ma mère, en s'avançant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous avons appris que tu as si bien réussi. Tu as cette magnifique maison, maintenant, et... Eh bien, nous nous sommes dit que ce serait bien si nous pouvions tous être à nouveau réunis. Je savais très bien ce qu'elle me demandait, même si elle ne le disait pas ouvertement. Ils voulaient emménager chez moi, pour profiter de la vie que j'avais construite, comme s'ils en avaient toujours fait partie. Comme s'ils avaient joué le moindre rôle dans mon succès. Je les ai regardés, j'ai regardé Lily, qui se tenait là, avec ce même vieux sourire en coin. Et j'ai ressenti une vague de colère, un rappel de tout ce qu'ils m'avaient fait subir, de tout ce qu'ils m'avaient pris. Je ne crois pas, non, ai-je dit, d'une voix calme mais ferme. J'ai construit tout ça tout seul. J'ai travaillé dur pour ça, et je ne suis pas prêt de vous laisser revenir faire les beaux dans ma vie, juste parce que ça vous arrange maintenant. Le visage de mon père est devenu tout rouge, et un éclair de colère a traversé ses yeux. Nous sommes une famille, a-t-il lancé, comme si ce mot pouvait effacer toutes ces années de négligence, toutes ces nuits que j'avais passées, seul, dans le sous-sol. Toutes ces fois où ils avaient choisi Lily, plutôt que moi. Tu ne peux pas nous renvoyer comme ça. Je peux le faire, et c'est exactement ce que je fais, ai-je répondu, en croisant les bras. Vous ne vous souciez pas de moi à l'époque, et vous ne vous souciez pas de moi aujourd'hui. Tout ce qui vous intéresse, c'est ce que vous pouvez tirer de moi. Eh bien, j'en ai fini avec ça. Je n'ai pas besoin de vous, et je ne vous dois rien. Ma mère a essayé de protester, de me culpabiliser, pour me rappeler toutes ces choses qu'ils avaient soi-disant faites pour moi, mais ces mots sonnaient creux. Ce n'étaient que les échos vides d'un passé que j'avais laissé derrière moi, il y a bien longtemps. J'avais construit cette vie sans eux, et je n'allais pas les laisser me la prendre. Ils sont partis, le visage déformé par un mélange de colère et d'incrédulité. Et en les regardant s'éloigner en voiture, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement, un poids immense qui s'envolait de mes épaules. J'avais enfin su me défendre, enfin briser les derniers liens qui m'enchaînaient à cette famille toxique. J'étais un individu à part entière, indépendant, autosuffisant, et je n'avais aucune intention de faire marche arrière. En refermant la porte, et en balayant du regard ma petite maison, j'ai senti monter en moi une vague de fierté. C'était le rappel de tout ce que j'avais accompli, de tout ce que j'avais bâti, en partant de zéro. C'était ma vie, ma réussite, et je l'avais méritée, selon mes propres termes. Je n'avais pas besoin d'eux, je n'en avais jamais eu besoin. J'avais une maison, un travail, et un avenir qui n'appartenaient qu'à moi, et à moi seul. Et pour la toute première fois, je me suis senti vraiment libre. C'est presque par hasard que j'ai découvert ce que mes parents avaient fait. Un après-midi, alors que je fouillais dans de vieux cartons, dans mon propre sous-sol, je suis tombé sur un dossier portant l'écriture de mon grand-père. Il était poussiéreux et usé, et je ne l'avais pas vu depuis avant sa mort. Je l'ai ouvert, et ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a laissé à la fois choqué et furieux. Le dossier contenait des documents relatifs à un héritage, qu'il avait mis de côté spécialement pour moi. C'était quelque chose dont j'ignorais totalement l'existence, jusqu'à cet instant précis. En épluchant ces papiers, j'ai commencé à reconstituer ce qu'il m'avait laissé, une somme d'argent substantielle, censée être utilisée pour assurer mon avenir. Je n'arrivais pas à y croire. Mon grand-père m'avait laissé un matelas financier, un coup de pouce pour m'aider à démarrer dans la vie,
pour me donner des fondations sur lesquelles construire. Mais je n'en avais jamais vu le moindre centime. J'ai apporté les documents à Monsieur Grant, mon avocat, le même homme qui m'avait aidé à gérer une précédente tentative de ma famille pour ruiner mon entreprise. Il a examiné la paperasse, et son expression s'est assombrie de minute en minute, à mesure qu'il épluchait les détails. « C'est très grave, Ethan, a-t-il dit, en levant les yeux des documents. Il semblerait que vos parents aient accédé illégalement à cet héritage, pour le détourner vers des comptes au nom de votre sœur. Ils n'avaient aucun droit sur cet argent. Il était à vous, et ils l'ont détourné. » Je suis resté assis là, dans un silence stupéfait, un mélange de colère et de trahison bouillonnant en moi. Je ne pouvais pas croire qu'ils étaient allés aussi loin, qu'ils s'étaient abaissés jusqu'à me voler, pour prendre ce que mon grand-père m'avait laissé, et le donner à Lily. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Un rappel douloureux de chaque fois où il l'avait choisi au lieu de moi, de chaque fois où il m'avait fait comprendre que je n'étais rien de plus qu'un désagrément dans leur vie. « Qu'est-ce que je peux faire ?» ai-je demandé, la voix tremblante de rage. Monsieur Grant s'est adossé à son fauteuil, plissant les yeux, tandis qu'il évaluait mes options. « Vous pouvez les poursuivre en justice. C'est un cas évident de fraude, et avec ces documents, nous avons plus qu'assez de preuves pour monter un dossier très solide. Vous avez tout à fait le droit de réclamer ce qui vous a été légué, et ils devront répondre de leurs actes. » Il ne m'a pas fallu longtemps pour prendre ma décision. Je n'allais pas les laisser s'en tirer comme ça. Ils m'avaient volé, ils avaient pris ce qui m'appartenait, pour s'en servir au profit de Lily, exactement comme ils l'avaient toujours fait. Mais cette fois-ci, ils n'allaient pas s'en sortir sans en subir les conséquences. J'en avais fini d'être la victime silencieuse, fini de les laisser me piétiner, comme si je n'avais aucune importance. J'allais me battre, et j'allais gagner. La procédure légale a été éreintante, avec ses dates d'audience, ses dépositions, et ses interminables piles de paperasse. Mes parents ont riposté, bien sûr, niant tout en bloc, et essayant de se faire passer pour des victimes innocentes. Ils ont prétendu qu'ils n'avaient fait que ce qui était le mieux pour la famille. Que s'ils avaient utilisé l'argent pour Lily, c'était parce qu'elle en avait plus besoin que moi. C'était la même excuse que j'avais entendue toute ma vie. La même justification qu'ils utilisaient, chaque fois qu'ils faisaient passer ses besoins avant les miens. Mais cette fois, ce n'était plus suffisant. Monsieur Grant a été implacable, démolissant leur défense pièce par pièce, et exposant leurs mensonges et leurs tromperies aux yeux de tous. Les preuves étaient accablantes, et alors que le procès s'éternisait, je pouvais voir la peur grandir dans leurs yeux. Ils savaient qu'ils allaient perdre, et ils savaient qu'ils ne pouvaient absolument rien faire pour l'empêcher. Le jour où le verdict est tombé, j'ai ressenti un sentiment de justice, tel que je n'en avais jamais connu. Le juge a tranché en ma faveur, déclarant que mes parents avaient bel et bien commis une fraude, et qu'ils avaient illégalement accédé à mon héritage. Ils ont été condamnés à payer des dommages et intérêts, pour me dédommager de l'argent qu'ils avaient volé, ainsi que pour le préjudice moral que leurs actes m'avaient causé. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir gagné. J'avais récupéré quelque chose qu'ils m'avaient volé, quelque chose sur lequel ils n'avaient aucun droit, et je les avais forcés à affronter les conséquences de leurs actes. Après le procès, j'ai ressenti un sentiment d'apaisement auquel je ne m'attendais pas. Gagner cette affaire n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait enfin de me défendre, et de refuser d'être leur victime plus longtemps. Je m'étais toujours senti impuissant face à eux, comme si j'étais à leur merci. Mais je savais maintenant que c'était faux. J'avais une voix, et j'avais la force de m'en servir. Avec les indemnités que j'ai reçues, j'ai pu assurer mon avenir, et construire une vie qui était véritablement la mienne, libérée de leur influence et de leur toxicité. J'ai coupé tous les ponts avec eux, refusant de leur accorder le moindre pouvoir sur moi. Ils m'avaient prouvé maintes et maintes fois qu'ils se fichaient de moi, qu'ils ne m'avaient jamais accordé la moindre valeur. Et j'en avais fini d'essayer de les forcer à me voir. J'en avais fini d'essayer de gagner ma place au sein d'une famille, qui, de toute façon, n'avait jamais voulu de moi. Ce n'a pas été facile de faire une croix sur l'idée même de la famille, de trancher les liens qui m'unissaient à eux depuis si longtemps. Mais je savais que c'était la seule façon d'avancer, pour trouver véritablement la paix, et pour me bâtir une vie selon mes propres règles. J'ai compris que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question d'amour, de respect, et ce sont les gens qui restent à vos côtés, quand ça compte vraiment. Mon grand-père me l'avait bien montré, il avait été la seule personne à m'avoir jamais fait me sentir important. Et je savais, à présent, que je pouvais porter sa mémoire en moi.
que je pouvais l'honorer en vivant une vie libre, une vie qui m'appartenait. J'ai continué à développer mon entreprise, à la faire grandir, et à la regarder prospérer. Je me suis fait de nouveaux amis. Des gens qui sont devenus comme une vraie famille pour moi, qui m'ont soutenu, et qui ont cru en moi, d'une manière que ma propre famille de sang n'avait jamais fait. J'ai trouvé un sentiment d'appartenance, une sérénité que je n'avais jamais connue en grandissant. Et, à travers tout cela, je me suis raccroché aux leçons que mon grand-père m'avait enseignées, à l'amour qu'il m'avait donné, et à la confiance qu'il avait su m'insuffler. Je pouvais voir le chemin parcouru, à quel point j'avais grandi, et je savais que j'avais fait le bon choix. Je m'étais libéré des chaînes de cette famille toxique, de ses mensonges et de ses trahisons, pour construire une vie qui m'appartenait pleinement. J'avais trouvé ma force, ma résilience, et je savais que, peu importe ce qui m'attendait par la suite, j'étais prêt à l'affronter. J'étais enfin libre, enfin en paix. Je savais que j'avais devant moi un avenir plein de possibilités, un avenir qu'il ne tenait qu'à moi de façonner. J'ai réalisé que la famille, ce n'est pas toujours ceux à qui vous êtes liés par le sang. Ce sont les gens qui prennent soin de vous, qui vous respectent, et qui sont là pour vous dans les moments critiques. J'avais trouvé ma vraie famille, parmi les amis que je m'étais fait, et dans la vie que j'avais bâtie. Et je savais que mon grand-père aurait été fier de moi. J'avais repris ce qui m'appartenait. J'avais défendu mon droit de vivre selon mes propres règles, et j'étais prêt à embrasser la vie qui s'ouvrait devant moi. Libéré du passé, libéré de la douleur, j'étais enfin prêt à vivre.